Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du 9 juillet 2020. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, focus marché en commençant par les bourses européennes qui ont fini en baisse mercredi, ne parvenant pas à suivre la tendance positive de Wall Street dans un climat, comme vous le savez, bien évidemment alourdi par les inquiétudes sur la résurgence de l'épidémie de coronavirus et des incertitudes quant à son impact sur le rythme de la reprise économique. Alors les annonces en la matière sont toujours aussi peu rassurantes, avec une augmentation quand même continue des cas d'infection dans plusieurs pays, dont les États-Unis, où le cap des 3 millions de personnes contaminées a été franchi. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé a en outre reconnu mardi l'existence de preuves émergentes sur la transmission aérienne du virus. Toutefois, Wall Street a terminé en hausse hier, porté encore une fois par les poids lourds du secteur technologique, les investisseurs espérant que la résurgence de l'épidémie de coronavirus n'aura qu'un impact limité sur la reprise économique. De ce fait, eh bien, on a quand même Apple qui a terminé en hausse de 2,1%, Microsoft en hausse de 2,2% et forcément, ils ont soutenu les trois grands indices. Ainsi, le Nasdaq Composite clôturant sur un quatrième record en 5 séances à quasiment 10 500 points. Alors, le nombre de cas de contamination au coronavirus a dépassé les 3 millions, comme je vous le disais, aux États-Unis, soit près d'un Américain sur 100. La Californie, Hawaï, l'Idaho, le Missouri, le Montana, l'Oklahoma et le Texas ont enregistré des nombres records de contamination ces derniers jours. Mais en fin de séance, on a eu les propos de James Bullard, le président de la Fed de Saint-Louis, qui a dit sur CNBC s'attendre à une baisse du chômage aux États-Unis à moins de 8% avant la fin de l'année. Donc forcément, encore de l'espoir qui a permis aux indices de clôturer en beauté en fin de séance. Toutefois, pour remettre les choses en perspective, la Fed, elle, du moins Jérôme Powell, dans ses derniers discours, tablait quand même sur 10%. Il n'y a pas de quoi se réjouir d'avoir un taux de chômage à 8%. Certes, on aurait une diminution, mais ça reste quand même très élevé par rapport au niveau précédent. On était quand même à 3,5. Et c'est le scénario sans l'hypothèse d'une deuxième vague épidémique. Donc effectivement, si on a une deuxième vague aux États-Unis, du moins comme c'est actuellement le cas, mais qu'on a de nouveau un lockdown, même partiel, comme ça a pu être le cas dans certains États avec de nouveau la fermeture de bars, de discothèques ou même de restaurants, forcément, ça va peser sur les ménages et ça va peser sur le marché de l'emploi. De ce fait, eh bien, ces chiffres et ces anticipations sont bien évidemment à prendre avec des pincettes, car actuellement, aux États-Unis, on va dire qu'ils naviguent un peu en eau trouble et que la moindre étincelle pourrait faire voler en éclats toutes ces prévisions un peu ambitieuses. Et justement, ici, côté macro, eh bien, c'est les nouveaux cas de Covid-19 aux États-Unis et on voit que ça monte en flèche quand même. Les États-Unis ont quand même signalé un nombre record de 60 000 nouveaux cas de Covid, donc on a quand même atteint la barre symbolique des 60 cas. Et la pression sur les gouvernements et les décideurs politiques pour qu'ils mettent en œuvre des mesures qui ne sont pas forcément favorables à l'économie, eh bien, s'intensifie. Effectivement, ici, on a vu un lockdown du pays, on était sous la barre des 40 000 contaminations, et là, on revient quand même d'exploser. Donc forcément, ça crée des inquiétudes au niveau de la santé, de l'OMS, et
plusieurs personnes aux États-Unis commencent à, du moins de personnes importantes aux États-Unis commencent à tirer la sonnette d'alarme et réclament de nouveau soit des gestes barrières plus stricts, soit un port du masque obligatoire, soit un nouveau confinement, mais même partiel. Pour le moment, Donald Trump se refuse à un nouveau lockdown, mais force est de constater que ça grimpe en flèche et que pour le moment, les nouveaux cas ne diminuent pas et ça risque de peser bien évidemment sur la reprise rapide anticipée par les marchés financiers. Ici, c'est le CSI 300, donc c'est l'indice chinois. On est dans une ampleur technique assez ascensionnelle. Je vous invite même à aller consulter l'indice pour voir actuellement la structure des prix. On est dans une parabole. On est véritablement dans une parabole. Ça monte, c'est exponentiel actuellement l'indice. Et on a quand même plus de 200 des 300 actions du CSI 300 qui sont désormais techniquement surachetées. C'est la plus forte proportion en 12 ans. La dernière fois que c'est arrivé à un tel niveau, c'était durant la crise des subprimes. On avait eu aussi ce cas durant l'éclatement, la crise chinoise en 2015, qui avait explosé durant l'été. Mais là, on atteint des niveaux records. Donc, retour sur les niveaux de 2008. Allez voir l'indice. On est vraiment sur de l'excès, une parabole, un sentiment de bulle. Pour le coup, la hausse est même plus impressionnante que celle du Nasdaq, surtout au cours des 5-8 dernières séances, où là, on monte vraiment en ligne droite. Et j'ai envie de dire que les excès engendrent bien souvent des excès. Et ici, on connaît la suite. Derrière, en 2015, ça avait été la même chose. On avait eu un effondrement des bourses chinoises, asiatiques. Et en tout cas, là, est-ce que les investisseurs ne céderaient pas à l'euphorie? En tout cas, ne seraient pas trop optimistes, trop ambitieux sur des perspectives économiques. Et dans ce cas, en cas de sell-off, de prise de bénéfices, sachant qu'on a beaucoup de particuliers chinois qui sont rentrés juste ici, très clairement, on pourrait avoir des dégâts vraiment considérables sur les bourses asiatiques. Donc, encore une fois, ce graphique montre que la prudence est de mise. Ici, c'est le bilan de la BCE. Donc, encore une fois, nouveau record pour Christine Lagarde, puisque le bilan de la BCE atteint quasiment 6 300 milliards d'euros, 6 289. Alors, le total des actifs a augmenté de 52,8 milliards d'euros, principalement en raison du QE et de la réévaluation trimestrielle des réserves d'or. Enfin, le bilan de la BCE équivaut désormais à 53% du PIB de la zone euro, contre 119% pour la BOJ, donc la Bank of Japan, mais là on est hors catégorie, 33% pour la Fed, et on est à 31% pour celui de la Bank of England. Donc clairement, les banques centrales ont clairement fait all-in pour sauver l'économie, quoi qu'il en coûte. Côté graphique, tout de suite, on va s'intéresser au CAC 40 qui évolue à l'équilibre ce matin à l'ouverture. On a quand même eu un gap haussier, mais ça ne prend pas. Ça ne prend pas. Le scénario n'a clairement pas changé depuis le début de la semaine. Les achats au-dessus des 5050, donc il faudra privilégier des achats au-dessus des 5050 pour 1, rejoindre 5002, 2, rejoindre 5250. Ici, c'est
clairement la zone de machine à laver, on va l'appeler ça comme ça, zone de neutralité, zone d'indécision et piégeuse surtout. Donc très clairement, entre ces deux niveaux, il n'y a pas grand-chose à faire, je trouve, pour du swing. Bien évidemment, en intraday, il y a toujours quelques opportunités. Et le niveau pour une accélération à la baisse reste les 4930 points. Sinon, pour le moment, grosse indécision, bull trap ici très clairement, et le marché semble à bout de souffle. Soit le marché semble à bout de souffle, soit dans une phase totale d'indécision en l'attente des résultats micro à partir de la semaine prochaine. Donc je vois mal le CAC s'emballer, sauf si on a une annonce d'un nouveau plan de 1000 milliards. On a quand même l'accord de la Commission européenne sur les 750 milliards qui doivent être négociés entre les pays membres. Donc ça, oui, ça va être un élément à prendre en compte pour les jours à venir sur les indices européens. Mais sinon, actuellement, je ne vois pas de gros événements à venir, si ce n'est bien évidemment les résultats des sociétés. Donc, pour moi, le plan n'a pas changé. C'est 5050. C'est une zone qui permettra de se positionner à l'achat. Ici, pas grand-chose à faire, si ce n'est de l'intraday, mais ça ressemble quand même à une machine à laver. Et en dessous, pour profiter d'une accélération à la baisse, c'est les 4930. Bien évidemment, ça invaliderait dans ce cas-là aussi ce triangle symétrique. Et en données 4 heures, voilà, prise d'appui sur la MM50, mais on la traverse un peu comme dans du beurre ici. On est vraiment sur notre oblique. Ici, cette grosse droite, pour rappel, c'est l'oblique hebdomadaire en place depuis 2011. Donc, on est repassé sous ce niveau, enfin, du moins, à la travail. Donc, ce qui montre à quel point ici, on est dans un marché qui est complètement indécis. Pour celles et ceux qui se demandent pourquoi le DAX surperforme autant ce matin, eh bien, c'est très simple, c'est que nous avons eu les résultats de SAP, et SAP est une boîte du DAX qui compose le DAX, et elle a publié des résultats, on va dire, excellents pour le coup, et donc on a eu quand même une hausse de 8% sur l'indice, sur la valeur, et surtout, c'est l'une des pondérations les plus importantes du DAX. Donc forcément, derrière, ça a propulsé l'indice suite aux résultats de SAP, l'une, si ce n'est la plus forte pondération du DAX, à vérifier. Donc voilà pourquoi le DAX s'envole de 1,25% lorsque le CAC est à l'équilibre. Mais derrière, range, alors plus solide encore une fois que le CAC, bien évidemment, le DAX, qui rebondit mieux. Sentiment toujours de range entre 12 008 et peut-être 11 006, mais sinon à très court terme, en données 1 heure, on pourrait mettre ce range juste ici. Voilà. Donc, pour les traders de range intraday, vous pouvez quadriller votre graphique avec ce range H1 entre 12 000, allez, on va dire 12 008, on va prendre un prix rond, 12 008 et 12 500. Voici pour le moment la phase d'évolution du DAX à court terme pour les traders intraday. Pour une optique un peu plus swing, bien évidemment, on est quand même repassé au-dessus des 12 575 qui, pour moi, était le pivot de la semaine en tout cas. Donc, certains profitent pour se positionner à l'achat. Et encore une fois, la cassure de cet oblique sous 12 430, 12 390, 360, ça enverrait quand même, ça commencera à coincer et on serait surtout sur une invalidation du triangle. Pareil, du triangle.
pareil, hein, c'est un objectif assez ambitieux à 13 006. Dans l'immédiat, cela semble ambitieux. On a quelques surprises quand même, comme vous pouvez le voir, avec des bonnes publications d'entreprises, comme c'est le cas avec SAP, mais cela ne veut pas dire que ce sera le même scénario, en tout cas pour toutes les sociétés. Mais sinon, on tricote. Très clairement, on est dans un range, grosse phase d'indécision quand même, ça se voit à la tête des bougies. À mon avis, on aura clairement plus de visibilité à partir de la semaine prochaine sur l'indice allemand et même sur l'ensemble des bourses mondiales. Concernant le Dow Jones, donc belle hausse en fin de séance aidée par les propos d'un des membres de la Fed de Saint-Louis. Mais sinon, même point de départ que depuis le début de la semaine. Toujours capé sous cette moyenne mobile 50, fait véritablement son job depuis maintenant 4 semaines. Une clôture au-dessus, bien évidemment, on verra un premier signal technique, mais pour l'instant, c'est de l'indécision, comme sur l'ensemble des principales bourses. Ici, grosse phase de range. Et encore une fois, capé par MM200, MM50 qui remontent. Donc, sentiment de range, mais on a du mal à la rejoindre la borne haute et grosse phase d'indécision, donc à surveiller. À surveiller la cassure d'une de ces deux moyennes mobiles qui devrait logiquement au moins donner le tempo pour la suite. Après, si on parle bien sûr des niveaux de résistance, ce qui m'intéresse, ce sera les 26 680 pour aller chercher les 27 000. Et par contre, là, ce sera le seuil symbolique des 25 000 points. Effectivement, si on casse les 25 000 points, on a véritablement une forte probabilité d'accélérer pour venir combler les gaps. Et dans ce cas-là, surtout, de valider l'Island Reversal, car elle n'est pas invalidée. Le gap n'a pas été comblé, mais on ne peut pas dire qu'elle soit validée, étant donné que au moment où ce signal a été confirmé, c'était sur cette bougie-là, et depuis, on n'a jamais réussi à franchir les plus bas. Mais d'un côté, on n'a jamais réussi non plus à aller combler le gap. Donc, ce qui montre à quel point on a des signaux en hebdomadaire, en daily, qui plaident pour une baisse à venir, mais il faut un catalyseur. Et sans catalyseur, en tout cas, est-ce que ces signaux en amont nous avertissent vraiment d'un mouvement correctif peut-être puissant à venir, ou totalement ça va être annulé, range et ça va repartir? C'est vrai que actuellement, on manque quand même de visibilité sur l'ensemble des indices et on a l'impression qu'on assiste à un chantier un peu technique. Donc, la semaine prochaine, encore une fois, ce devrait être une semaine assez volatile car on a quelques poids lourds qui vont quand même commencer à publier leurs résultats. L'euro USD. L'euro USD qui retombe aussi. On est venu taper les 1,1370 ce matin. Où en sommes-nous? Sans surprise, échec sur MM200 oblique baissière. Encore une fois, belle pression vendeuse. Hein. On sent qu'on a des vendeurs au niveau des 1,1340, 1,1370 et qu'ils n'ont pas envie de céder du terrain, qu'ils sont toujours très présents depuis maintenant un mois. Et comme sur les indices, en fait, sentiment d'indécision la plus totale sur l'euro-dollar. Le scénario n'a pas changé pour moi. Clôture hebdomadaire au-dessus des 1,1350 enverrait un premier signal pour aller rallier les 1,14,6, 1,15,3 à moyen terme. Par contre, pour les baissiers, ce sera la cassure par le bas de ce range. Voilà. On a eu une tentative de sortie par le haut du range hier. Très clairement, fausse cassure, réintégration avec avalement, donc bull trap encore une fois. Bien évidemment, on a aussi les 1,1370.
c'est aussi un niveau technique, donc on a tenté de s'extraire. Derrière, on est vite rattrapé par la résistance, ça cale. Et pour le moment, difficile de vous dire si oui ou non l'euro va continuer sa course, étant donné que pareil, on a le sentiment que d'avoir un euro qui travaille depuis maintenant plusieurs semaines, mais qui semble en tout cas à bout de souffle et en l'absence de catalyseur, difficile d'affirmer le flux à venir sur cette paire. GBP-NZD. Redémarrage suite à la divergence haussière daily évoquée hier, donc bel avalement ici, redémarrage haussier, peut-être un point bas de court terme. On a validé la divergence haussière sur notre zone identifiée ici, cette zone mensuelle. Donc on a un redémarrage haussier de la livre sterling. Donc techniquement, les prochains gros niveaux ici, c'est les 1,9350. Voilà, l'ancien creux, l'ancien top ici. Et puis derrière, ce serait d'aller chercher la moyenne mobile 50. Pour moi, on a un gros palier ici, cette zone de polarité à venir chercher. Et en cas de cassure, c'est moyenne mobile 50. Voire sur excès, pourquoi pas aller chercher les 1,97,8. En tout cas, voilà les premiers niveaux. Avalement, divergence haussière validée. Si ça casse, on remonte les stops, on accompagne et un objectif final vers les 1,97,8 pour la paire GBP-NZD. Effectivement, en 4 heures, ça y est, on parvient enfin à se libérer de cette moyenne mobile 50. Sentiment aussi qu'on avait un peu ce biseau, très clairement, vous voyez, et qu'en plus de la divergence, on assiste à une sortie de biseau par le haut. Donc là, moyenne mobile 204 heures qui va venir s'aligner ici. Si on casse, moyenne mobile 50 daily. GBP-AUD, même constat, redémarrage haussier, en double bottom en plus, on va quand même se mettre sur l'unité de temps hebdomadaire. Très clairement ici, c'est une zone qu'on avait identifiée aussi dans les stratégies bourse. Vous voyez qu'on a la MM200 hebdomadaire et les prix qui sont venus taper le niveau haut de la zone, quasiment. Donc, grosse zone technique. En daily, divergence en place ici, validée hier. Encore une fois, l'objectif, c'est d'aller chercher la moyenne mobile 50 avec la deuxième zone de résistance mensuelle à 1,83. Et ce qui est bien, c'est qu'on a quand même cette divergence haussière sur zone, donc parfait. Avalement avec une belle bougie flux quand même ici, comparé aux bougies précédentes. Donc là, clairement, une force acheteuse qui vient de s'installer. Et derrière, en 4 heures, si on affine un peu plus, eh bien, on est en train de valider un magnifique double bottom, donc une figure chartiste de retournement de tendance. Ainsi, cela devrait propulser, on va dire, la paire vers, dans un premier temps, les 1,8267. Puis, je pense que le but, c'est quand même d'aller chercher cette moyenne mobile 50 qui viendrait s'aligner parfaitement sur cette zone et avec la fameuse oblique ici, vous voyez, qui passe, si je me mets en hebdomadaire, voilà, pour former en fait un gros pullback sur cette oblique et à la fois sur notre zone couplée à la moyenne mobile 50. Donc là, ici, c'est un objectif majeur pour moi sur la paire GBP-AUD. Les matières premières, quelle envolée du gold, impressionnante. Impressionnante. La clôture hebdomadaire va être décisive. Voilà. Et on est quand même confronté à une double oblique. Alors, on va faire un point. Il me semble que j'ai deux obliques. Oui, c'est ça, quasiment.
une oblique hebdomadaire, une oblique daily. Donc, objectif théorique de sortie de range largement atteint, enfin, atteint complètement. Évoqué peut-être en excès, avec un risque de retour sous les 1008 si on cale. Mais sinon, là, très clairement, objectif de sortie de range atteint. Donc, pour celles et ceux qui étaient positionnés à l'achat, eh bien, n'oubliez pas de remonter les stops ou de faire une prise partielle de bénéfice, sachant que le gold pourrait offrir une opportunité avec un pullback sur les 1008 pour repartir. Toutefois, techniquement, ce qui me dérange, c'est cette oblique. C'est cette oblique qui passe par les plus hauts quasiment, qui pourrait freiner temporairement la hausse du gold, entraîner un pullback avant de repartir et puis finalement monter peut-être en mode en crabologie, vous voyez, pour rejoindre les prochains paliers. Donc, important de surveiller cette clôture vraiment hebdomadaire qui correspond pour moi à la zone de résistance majeure. Et oui, là, on a déjà une belle bougie flux. Une clôture hebdomadaire au-dessus de ce niveau enverrait déjà un bon signal technique et permettrait de se positionner potentiellement sur un repli en mode pullback pour accompagner cette tendance le long de l'oblique pour aller tout simplement rejoindre le prochain palier qui pour moi se situe à 1880 $. Le Brent. Le Brent qui se stabilise encore, qui continue sa consolidation au sein du triangle, eh bien, j'ai envie de dire, il faut laisser du temps au temps. Encore une fois, difficile d'opter pour l'un ou un scénario haussier ou baissier. Il faut attendre la cassure d'une des deux bornes et on a des objectifs clairs, hein, une moyenne mobile 50 à quasiment 49 $, ou une moyenne mobile, une moyenne mobile 200 à 49 $, ou une moyenne mobile 50 à 37,3. On travaille la résistance qui est la borne haute du range pour le moment. Et donc, que dire si ce n'est tout simplement d'attendre le franchissement d'une des deux bornes. Par contre, plus on se rapproche de l'apex, rappelez-vous, plus on a une probabilité qu'on assiste à un triangle larvé ou qui risque de dysfonctionner. Et là, pour le moment, voilà, ça commence à coincer. J'aime pas les sorties de triangle qui sont trop proches de l'apex. Là, on commence quand même à se rapprocher assez rapidement, comme c'était le cas sur le CAC, hein, vous l'avez vu. Hein. Finalement, sur le CAC, on est quand même sorti assez proche de l'apex. Et on a l'impression que le triangle ne prend pas. En tout cas, pour le moment, il n'est pas invalidé, mais on sent qu'on a un marché qui est quand même un peu à bout de souffle. Donc là, attention, on pourrait avoir le même scénario et ne pas tomber dans le piège du bull trap juste pour venir combler le gap ici et finalement derrière repartir. Et là, on assisterait vraiment à un terrible piège haussier. Donc, on fera le point d'ici la fin de la semaine. Le light, pas grand chose à dire. Pareil sur le light, c'est quand même très très mou. Sur le WTI, sentiment aussi à surveiller. Vraiment à surveiller la moyenne mobile 200 qui arrive sur la zone, qui va arriver au fur et à mesure sur la zone hebdomadaire des 42. Donc là aussi, je pense que si on arrive ici, ça peut être un beau signal. Ça peut être intelligent d'attendre un signal technique de retournement proche de ce niveau-là. Tenter un retour 1 sur la zone trimestrielle et 2 si ça casse un mouvement plus profond. Mais pour le moment, le pétrole ne donne aucun signe de vie, j'ai envie de dire. Depuis maintenant une semaine, on a vraiment des bougies d'indécision. Il y a quasiment, ça monte en crabologie. Voilà, ça c'est clairement une ascension en crabologie. Il y a pas de, les acheteurs ont rien dans le ventre, très clairement. Et on a un marché qui est très indécis face à la recrudescence de nouveaux cas de Covid, ce qui pourrait en fait impacter bien évidemment la demande de pétrole à travers le monde. Enfin, pour terminer, le Bitcoin. Bougie flux hier, intéressante, petite bougie flux qui est venue casser cette oblique.
On n'avait aucun signe de vie, pareil sur le BTC. Hier, on a eu une petite bougie flux intéressante, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour affirmer un redémarrage. Et certes, on est passé au-dessus de l'oblique et de la M200. Bon, là, on cède un peu du terrain, mais on est en plein dans la zone de polarité 9006-9003. Alors oui, sentiment de triangle aussi ici, un peu, mais pareil, hein, si on prend ce triangle, on est quasiment sorti au niveau de l'apex, donc ça n'a aucune plus-value. Sentiment de triangle, sentiment d'un canal aussi à la fois, sentiment qu'on est encore une fois dans un chantier technique et qu'on manque cruellement de visibilité pour affirmer un scénario aussi en direction des 10 009 ou des 10 007. Donc, encore une fois, c'est vrai que pour une crypto qui est censée être plutôt volatile, on assiste vraiment à une diminution de la volatilité et un tassement surtout des volumes au cours des dernières séances. Donc, est-ce que on va assister, est-ce que c'est le calme avant la tempête? Est-ce qu'on va assister à un réveil du Bitcoin bientôt? En tout cas, pour le moment, on est dans une phase plutôt léthargique sur la crypto-monnaie. C'est vrai que là, on a une bougie hebdomadaire qui est un peu plus importante que les bougies précédentes. Toutefois, en hebdo, prisonnier de ce range 10 000, 8006. Ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui sont intéressés, je vous mets le lien de l'article dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades, et on se retrouve demain pour faire un nouveau point sur les marchés.